Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parcourir ensemble le début du chapitre T1, thermochimie du premier principe. Le premier principe de la thermodynamique, il va nous être utile en chimie pour étudier les transferts thermiques associés aux réactions chimiques. C'est-à-dire que si on étudie une réaction chimique, on peut prévoir en théorie, en utilisant les données qui sont dans les tables thermodynamiques, combien d'énergie thermique cette réaction va échanger. Donc soit elle va produire de l'énergie thermique et la libérer, soit elle va consommer cette énergie thermique, et donc prévoir si ça va chauffer beaucoup, pas beaucoup, quelle température finale il va y avoir, etc. etc. Mais pour utiliser les tables thermodynamiques dans lesquelles sont stockées les données qui vont nous permettre de faire toutes ces prévisions, il faut d'abord bien les comprendre. Autrement dit, il y a un certain nombre de définitions qui sont indispensables au début de ce chapitre avant de rentrer dans les applications. Et je vous propose de faire une partie de ces définitions, en particulier tous les rappels de PCSI, ensemble dans le cadre de cette vidéo. Dans le grand 1 du chapitre, on va redéfinir en particulier la notion de système et comment décrire avec précision les transformations d'un système physico-chimique. Et dans la deuxième partie, on parlera du premier principe de la thermodynamique et en particulier du coup des définitions de la fonction d'état énergie interne et ensuite de la fonction d'état enthalpie qui va nous être particulièrement utile pour étudier les transferts thermiques. Dans la suite du chapitre, on définira encore un certain nombre de choses, comme par exemple l'état standard d'un constituant ou l'état standard de référence d'un élément, qui seront indispensables pour comprendre ce qui est stocké dans les tables thermodynamiques. Également la notion de grandeur de système, en particulier de grandeur de réaction. Et une fois qu'on aura fait toutes ces définitions, la fin du chapitre, ce sera les applications, c'est-à-dire comment utiliser tout ça pour comprendre ce qui a été stocké dans les tables thermodynamiques et pour l'utiliser pour prévoir le comportement thermique des réactions chimiques. Commençons avec le grand 1, le système physico-chimique et ses transformations. Quelques définitions de base. Un système, c'est l'ensemble de la matière contenue dans un certain domaine de l'espace. Du coup, ce qu'on appelle le milieu extérieur, c'est tout ce qui n'est pas à l'intérieur du système. Un constituant d'un système, c'est toute entité qui est présente dans le système. Donc, par exemple, ici, HO-, H2O, Na, quelque chose qui est dans le système. Et, petite définition supplémentaire, quand on parle d'un constituant physico-chimique, on rajoute au constituant l'état dans lequel il est. C'est-à-dire si j'écris H2O entre parenthèses liquide, là j'ai précisé qu'il était à l'état liquide, et donc c'est un constituant physico-chimique. Et donc un système physico-chimique, eh bien, c'est l'ensemble des constituants physico-chimiques qui sont dans un système, et il est susceptible d'évoluer soit par des transformations physiques, par exemple des changements d'état, soit par des transformations chimiques, donc ici des réactions avec des équations bilan. Dans le cadre du programme, on se limitera à l'étude de systèmes physico-chimiques fermés, donc sans échange de matière avec l'extérieur. Quand un système est à l'équilibre à l'instant T, on dit qu'il est dans un état défini. Alors, on va le caractériser par un certain nombre de paramètres qui sont extensifs ou intensifs en thermodynamique. Donc ça, c'est les définitions que vous avez déjà vues en sup. Extensif, ça veut dire un paramètre qui est additif entre systèmes, et intensif, non additif. Exemple de paramètres extensifs, la masse, le nombre de moles, le volume. On voit bien que si je prends deux systèmes qui ont chacun une masse M1 et M2, et que je prends ensuite le système qui est la réunion des deux premiers systèmes, sa masse totale, ce sera la somme, M1 plus M2, donc c'est additif. Quelques exemples de paramètres intensifs, température, pression, fraction molaire dans une phase. On voit bien que si je prends un système qui a une température T1 égale 20 degrés par exemple, et un deuxième système qui a la même température T1 égale 20 degrés, si je prends le système qui est la réunion de ces deux systèmes, eh bien il n'a pas une température de 40 degrés, il a toujours une température de 20 degrés. Donc là, c'est non additif, on parle de paramètres intensifs. On peut définir également la notion de phase et de phase uniforme. Une phase uniforme, c'est un domaine de l'espace dans lequel les paramètres intensifs ont la même valeur en tout point. Nous, en chimie, on ne s'intéressera qu'à des phases uniformes pour la thermochimie, qui représentent le cas usuel. À partir de là, on va donner deux définitions. Un système homogène, c'est un système qui ne comprend qu'une seule phase, uniforme, et un système hétérogène, c'est un système qui comprend plusieurs phases. Quand on veut décrire la composition d'une phase, on peut utiliser un certain nombre de paramètres intensifs. Donc, pour rappel, par exemple, pour une phase gazeuse, on peut décrire sa composition avec, par exemple, des fractions molaires, Ni sur N tot, des pressions partielles, et on se souvient de la loi de Dalton, la pression partielle d'un composé PI, c'est XI sa fraction molaire fois la pression totale. Voilà. Alors qu'en phase liquide, on utilisera plutôt soit des fractions molaires, soit par exemple des concentrations, et qu'en phase solide, on pourra utiliser des fractions molaires ou des fractions massiques, par exemple, la masse sur la masse totale. Passons maintenant au petit 2, description des transformations du système physico-chimique.
Et ce qu'on appelle transformation, en fait, c'est le passage du système d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final. On peut séparer les transformations en 3 grands types. La transformation brutale, c'est une transformation pendant laquelle la température et la pression dans le système ne sont pas uniformes. Donc finalement, on ne peut pas les définir pendant la transformation. On peut les définir à l'état d'équilibre initial et à l'état d'équilibre final, mais pas pendant la transformation. Et comme le système est à l'équilibre, ça veut forcément dire qu'il a la même température et la même pression que l'extérieur. Donc au moins, dans une transformation brutale, on peut au moins connaître la température initiale et la température finale, la pression initiale et la pression finale, mais pas le reste. Il existe 2 autres grands types de transformations, les transformations quasi-statiques et les transformations réversibles. Comme vous avez déjà vu ces définitions en sup, pour que vous soyez un peu actif en regardant la vidéo, je vous propose de mettre pause et d'essayer de retrouver ces définitions par vous-même. Je les redonne dans quelques instants après la pause. Voilà, une transformation quasi-statique, c'est une transformation infiniment lente, c'est-à-dire que finalement la température sera toujours égale à la température extérieure et la pression sera toujours égale à la pression extérieure durant la transformation à cause de sa lenteur. Et une transformation réversible, c'est une transformation quasi-statique qui en plus est une suite infiniment lente d'états d'équilibre sans phénomène dissipatif. Ce qui va avoir aussi pour conséquence qu'elle peut être inversée en suivant le même chemin au retour qu'à l'aller. Un autre vocabulaire qui est utilisé pour décrire une transformation, c'est d'arriver à décrire ce qui est constant durant la transformation. Par exemple, une transformation peut être à volume constant, pression constante, température constante, pression extérieure constante, température extérieure constante, ou encore sans transfert thermique avec l'extérieur. Pour chacune de ces types de transformations, il y a un vocabulaire associé. Je vous laisse, puisque normalement vous l'avez vu l'année dernière, compléter vous-même en mettant pause sur la vidéo, et je redonnerai les mots de vocabulaire dans quelques instants. Voici les mots de vocabulaire. Une transformation en volume constant, isocore. Pression constante, isobar. Température constante, isotherme. Pression extérieure constante, monobar. Température extérieure constante, monotherme. Et sans transfert thermique avec l'extérieur, adiabatique. Pour appliquer ça concrètement, je vous propose de vous donner 3 exemples de réactions chimiques. Et à partir de la description de ces réactions chimiques, vous devez trouver quel est le bon vocabulaire pour décrire la transformation, parmi les 6 mots précédents. Par exemple, si on vous dit qu'on parle d'un réacteur fermé, indéformable, non calorifugé, alors quels sont les termes de vocabulaire associés à ce type de transformation? Si on vous parle d'un réacteur ouvert, bon, mais sans échange de matière, donc je parle par exemple d'un bécher qui serait en contact avec de l'air, eh bien quel type de transformation on va avoir à l'intérieur? Ou si on vous parle d'un réacteur qui serait calorifugé, qu'est-ce que ça signifie? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et essayer de voir si vous arrivez à associer le bon vocabulaire de transformation à chacun de ces cas concrets. Si on parle d'un réacteur fermé indéformable, ça veut dire que le volume est constant, donc la transformation est isocore. Et s'il n'est pas calorifugé, eh bien ça veut dire qu'il est en contact avec l'air extérieur, et l'air extérieur, on considère en chimie qu'il est à une température à peu près constante, donc on parlera de réaction monotherme. A noter en plus que donc si la réaction est monotherme, comme le système doit être à l'équilibre avec l'extérieur, à l'état initial et à l'état final, ça veut dire que sa température initiale et sa température finale sont forcément toutes les deux égales à la température de l'extérieur. Pour un réacteur qui est ouvert et en contact avec l'air, alors on parlera d'une transformation monotherme monobar. En effet, l'air il est toujours à une pression d'environ 1 atmosphère, qui ne change pas. Et donc ici, il ne change pas de température, il ne change pas de pression. Ce qui veut dire pour le système, comme il doit être à l'équilibre à l'état initial et à l'état final avec l'extérieur, que sa température sera égale, sa température initiale et finale seront égales à la température extérieure, et également sa pression initiale et finale seront égales à la pression extérieure. Si on vous parle d'un réacteur calorifugé, alors c'est que la transformation est adiabatique, donc pas de transfert thermique. Pour décrire une transformation chimique, on utilise l'équation bilan, dans laquelle on écrit les réactifs à gauche du égal avec des coefficients stoichiométriques et les produits à droite avec d'autres coefficients stoichiométriques. Dans les formules mathématiques qu'on va utiliser en thermodynamique chimique, on va utiliser la notion de coefficient stoichiométrique algébrique. C'est une notion légèrement différente du coefficient stoichiométrique classique, elle est toute simple. Le coefficient stoichiométrique algébrique, c'est le coefficient stoichiométrique fois epsilon i, avec epsilon i qui vaut moins 1 si le constituant est un réactif, et plus 1 si le constituant est un produit. Ça va nous permettre d'écrire l'équation bilan sous la forme d'une équation mathématique, la somme de tous les constituants fois leur coefficient stoichiométrique égale 0. Et finalement, si on veut retrouver l'équation chimique classique,
eh bien comme les réactifs ont tous des coefficients négatifs, on n'a qu'à les passer dans l'autre membre et on aura bien produit égale réactif ou réactif égale produit. Donc pour la suite des cours de thermochimie, attention, quand on utilisera le coefficient stoichiométrique algébrique NUI, il faudra bien penser qu'il est négatif pour les réactifs et positif pour les produits. Avec l'écriture de l'équation bilan sous forme mathématisée, somme des NUI AI égale 0, on peut également donner des définitions mathématiques pour un certain nombre de choses, en particulier pour l'avancement de la réaction. En effet, dans un tableau d'avancement, quand vous écrivez la quantité de matière d'un composé à un instant t, vous écrivez que c'est égal à la quantité de matière du composé à l'instant initial plus NUI fois l'avancement. Pour un réactif, par exemple, qui aurait un coefficient stoichiométrique de 2, on écrirait la quantité de réactif égale sa quantité initiale moins 2 fois l'avancement. Pourquoi moins 2 ? Parce que c'est un réactif, donc il a un NUI ici qui est négatif. Si par contre on a un produit qui a un coefficient stoichiométrique de 3 par exemple, eh bien on écrirait la quantité de produit égale sa quantité initiale plus 3 fois l'avancement. Ça c'est ce que vous manipulez quand vous manipulez un tableau d'avancement déjà depuis le lycée. Simplement, vous ne l'avez pas forcément formalisé sous la forme d'une équation mathématique qui utilise le coefficient stoichiométrique algébrique NUI. Une fois que c'est formalisé de cette façon-là, on peut donc avoir la définition de l'avancement sous la forme d'une formule, l'avancement d'une réaction, en passant tout simplement dans l'autre membre NI0 puis NUI, eh bien c'est égal à NI à un instant t moins NI au temps 0 divisé par le coefficient stoichiométrique algébrique NUI. De la même façon, si on considère que la réaction avance dans une évolution élémentaire avec un avancement élémentaire d'xi, eh bien chacun des constituants va avoir une variation élémentaire de quantité de matière dNi, telle qu'on aura dNi égale à d2 entre parenthèses Ni initial plus nu xi, sauf que comme Ni initial c'est une constante, quand on fait sa différentielle ça fait 0, et NUI comme c'est également une constante, elle peut passer devant la forme différentielle, autrement dit, dNi c'est NUI fois dxi. Et cette petite chose-là, on l'utilisera des fois dans quelques formules plus tard en thermochimie. Si on vous demande de décrire la composition d'un système chimique qui est en réaction à un instant t, finalement vous avez deux options. Soit vous donnez sa température, sa pression, et après pour décrire la composition, vous donnez tous les nombres de moles de tous les constituants à cet instant-là. Soit vous donnez sa température, sa pression, ça c'est la description physique, et si on connaissait les quantités de matière initiale, vous donnez simplement son avancement. En donnant son avancement, on peut revenir ensuite à toutes les quantités de matière. Une dernière définition, lorsqu'on dit qu'on est à un état final d'équilibre, ça signifie que la température, la pression et la composition du système sont les mêmes en tout point, et qu'en plus ils sont invariants au cours du temps. Autrement dit, on peut dire que l'état d'équilibre, c'est un état d'équilibre thermique, mécanique et chimique.